une petite jointure quand même. Là, on a besoin de la table employees. Bien sûr, il y a différentes façons de faire. On peut, dans un premier temps, récupérer le department ID de l'employé et dans un deuxième temps, récupérer le nom de ce department ID. Là, j'ai opté pour une jointure. Donc, c'est une requête qui va nous permettre de sélectionner le nom du département, en faisant une petite jointure entre employees et departments et en ayant comme condition le employee ID est égal à ID. Et on retourne le nom. Ça, c'est une fonction qui semble jusqu'à présent bonne puisqu'elle répond à la question, sauf que on peut gérer en fait des exceptions. Quelles sont les exceptions ou quelle est l'exception qu'on pourra ou qu'on pourrait gérer à ce niveau-là? Mmh? Quelle est l'exception qu'on pourra gérer? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Mmh? إذا كان نوع يتعود معناها. Là, ce n'est pas une séance de cours, hein, c'est une séance interactive, donc j'attends vos réponses. Quelle exception pourrait être déclenchée ici? Department not found. Mmh? Est-ce que vous m'entendez? Oui madame. Ah, moi, je vous entends pas. Dommage. Moi, j'arrive pas à vous entendre. Donc je vous disais, ne parlez pas, donc écrivez s'il vous plaît. Quelle exception pourrait être déclenchée? Qu'est-ce qui peut mal se passer au niveau de la requête select? Qu'est-ce qu'elle retourne comme exception, celle-là? Ou elle retourne pas d'exception? Plusieurs lignes, madame. Bon, là, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que l'ID n'existe pas de l'employé et donc cette requête, elle va retourner aucune ligne trouvée, donc c'est un no data found. Si ça va continuer comme ça, là où je vais juste vous donner la correction et Kara ou basta, hein. Je vais rien vous expliquer là, hein. Si vous n'êtes pas interactif, je n'explique pas. Et je vais vous envoyer d'ailleurs, ça sert à rien de vous la montrer, la correction. Donc là, ce qui pourrait se passer, c'est que l'ID de l'employé n'existe pas. Et donc ça, c'est une requête qui va retourner un no data found. Et en fait, là, on va juste gérer éventuellement l'exception pour dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ID de l'employé n'existe pas.
Voilà. Donc ça, c'est l'exception qu'on pourra gérer au niveau de la question 2. Donc, pour l'appel à la fonction, on peut penser à appeler la fonction au niveau d'un bloc anonyme, comme c'est le cas ici. Bien sûr, nous avons toujours besoin de déclarer une variable pour récupérer le résultat de la fonction. Autrement, on pourrait l'appeler au niveau d'une requête SQL. Alors, question 4. Là, c'est une fonction qui prend en paramètre le numéro d'un département et retourne le nombre de ses salariés. Là aussi, c'est une fonction qui est assez simple. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourra nous envoyer la fonction 4? B, Hussein, t'es là? Et un, B. Donc, create replace function, oui, il faut toujours, moi j'ai pas copié ça. Elle fait un nombre de salariés qui prend en paramètre le nom d'un département, le numéro plutôt d'un département, et qui retourne en fait le nombre d'employés au niveau de ce département-là. Ben. Donc là, c'est pour, j'ai vu qu'il y avait un appel, et à envoyer ça, appel à la fonction, on va le prendre. Ben. Alors, ça, il faut vraiment faire très attention au niveau euh, au niveau de la gestion des exceptions. Parce que ça, c'est une fonction qui est assez simple. Elle ressemble à la précédente. On va envoyer le numéro d'un département et on va calculer le nombre total d'employés au niveau de ce département. Pour gérer les exceptions, on pourra penser à la gestion des exceptions comme on l'a fait précédemment. Sauf que là, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut regarder un tout petit peu count. Alors, pour les départements qui existent et qui sont peuplés, disons, au niveau de la table employees ou même qui existent au niveau de la table employees, rappelez-vous, nous avons ces départements-là. Ce sont les départements pour lesquels il y a des employés. Donc, si je fais select count étoile from employees where where department ID égale à, par exemple, le 10. Là, c'est une requête qui va me retourner un résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a au niveau de la table employees un department ID qui est égal à 10. Donc c'est bon, la requête marche convenablement. Là, je vais mettre un département qui n'existe pas. C'est le département 1000. Il n'y a pas un département dont le nombre est égal à 1000. Donc si je fais ça, le count, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne un 0. Mais par exemple, ne retourne pas, ça ne retourne pas le no data found.
Normalement, ça devrait retourner no data found. Mais le count, en fait, les fonctions de groupe, elles sont un peu spéciales. Elles ne retournent pas d'exception no data found lorsqu'elles ne trouvent rien qui corresponde à la sélection. Donc, le traitement, en fait, des exceptions au niveau d'un count étoile est un traitement spécial. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, le count étoile va retourner 0 dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque le département ID est réellement vide. Il existe, il est là, et il n'y a aucun... donc, il est vide. Le deuxième cas de figure pour lequel le count va retourner un 0, c'est lorsque le département n'existe pas. Et quand on va lancer et exécuter la fonction, quand elle va retourner un 0, il y aura toujours un petit doute. Est-ce que c'est un 0 parce que le département est vide ou c'est un 0 parce que le département n'existe pas? Et donc, pour gérer les exceptions, pour gérer en fait le fait qu'un département n'existe pas en utilisant une requête telle que cette select count, on ne peut pas utiliser exception no data found comme on l'a fait tout à l'heure. Ici, en fait, ce qu'il faudrait faire, il faudrait vérifier l'existence du département. Vérifier l'existence du département, opérer à des traitements si le département n'existe pas. Sinon, si le département existe, on fera le select count étoile. Alors, la question qui se pose, c'est comment on va vérifier si le département ID existe ou pas. C'est là toute la subtilité et toute la question. Comment va-t-on savoir? Comment va-t-on chercher ce département et comment va-t-on savoir s'il existe ou pas? À votre avis, hein? Comment savoir si num existe ou pas? Il faudrait نعملوا appuyer select Comment savoir si num départ existe ou pas? نعمل ندخل variable مادام نحط variable department name ونعملوا select Sachant que je n'arrive pas à vous entendre. حسين ماهيش تسمع فينا. اكتب لها يا حوسي. Comment vérifier si le numéro du département existe ou pas? Aziz, il n'est pas là. Houssem, ils ne sont pas là. Madame, vous nous entendez? راهي قلت لنا اكتبوا في الشات خاطر هيا. ما مش تسمع. Non, pas avec un curseur Redil. On n'a pas besoin d'aller chercher un curseur ici pour voir si le département existe ou pas. Oui, par exemple. Par exemple, en fait, on va juste... oui, on va écrire une requête select. Oui, on va écrire une requête select pour récupérer, oui, par exemple, le department name ou alors le department ID même. Et ça va en fait générer une exception. Donc, si on fait par exemple select même un department ID, même ne pas chercher le department name, c'est pas grave. Donc, si on fait select department ID from department, where, là on pourra mettre department ID ou la department name, ce que vous voulez. Hein. Where department ID égale à num. Cette requête select, si le département n'existe pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer une exception
Quel type d'exception? Quelle est l'exception qui sera générée? Oui, absolument, c'est une node data found. Donc ici, on va gérer l'exception no data found. Et si la no data found est générée, c'est que forcément le département n'existe pas. J'ai pas pris le DBMS. Voilà. Donc là, on sait que le département n'existe pas. Mais ça, c'est une première façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire. Ça, c'est la manière qui est la plus simple et la plus directe. Elle est parfaite. Il y a une autre façon de faire, puisque c'est la dernière séance, il faut que vous connaissiez l'autre. L'autre, c'est en fait en utilisant un select count. Oui, le count ne va pas générer into verif, par exemple. Le count ne va pas générer d'exception, certes. Donc, comment on va le traiter? Ce count-là, par contre. Ce count-là, pas ce count, ce count-là. Donc, vérif, c'est un number aussi. Ouais. Donc, ce count-là, si le département existe, ce count va retourner 1, 1. Si le département n'existe pas, ce count va retourner 1, 0, absolument. Et donc, là, on peut, pour gérer cette exception, donc if verif égale à 1, then on fera notre petite requête select pour... il y a quelque chose de très important que nous avons oublié de faire. Else, si verif est égal à 0, ça veut dire le département n'existe pas. Ici, on va retourner nul. Donc, ici, ce que nous avons fait, on fait un select count étoile into verif pour vérifier si le département existe ou pas. Donc, si le département existe, c'est que verif est égal à 1. Alors, c'est là qu'on va sélectionner donc le nombre d'employés au niveau de ce département et on va le retourner. Sinon ça veut dire que donc le département n'existe pas. Sinon, on va retourner nul. D'accord. Donc cette partie, elle est relative à ce select. Donc si on met ce select, c'est que nous avons une partie exception. Si on va utiliser ce select count, il n'y a pas de partie exception. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc là, nous avons oublié quelque chose. Si on va travailler avec ce select et avec donc l'exception de data found, puisqu'il s'agit d'une fonction, il ne faut jamais oublier de faire un return lorsque ça va mal, parce que c'est une exception au niveau d'une fonction. Et une fonction, elle doit toujours retourner quelque chose. Donc si on est dans la partie exception, il faut retourner quelque chose. Et d'ailleurs, on va rectifier la fonction de tout à l'heure, au niveau de laquelle nous avons oublié de mettre un return nul, celle-là. Quand nous avons une fonction qui a une partie gestion des exceptions, nous avons trois mots-clés return. Le premier return, c'est par rapport au type. Le deuxième return, au minimum 3 returns. Le deuxième return, c'est lorsque tout va bien. Et le troisième return, c'est lorsque ça va mal. D'accord? Donc ça, c'est... attention. Voilà, donc là, notre fonction, elle est bonne. Elle gère donc le fait que le département n'existe pas et elle va retourner un résultat qui est correct. Là, on peut retourner, au lieu de nul, on peut retourner par exemple -1
pour dire attention, il y a un truc qui cloche. Le département n'existe pas. D'accord? Donc là, c'est pour la gestion, comme je vous ai dit, du département inexistant. Pour l'appel à la fonction, ça va être la même chose. On l'appelle soit au niveau d'un bloc anonyme comme a fait votre camarade, soit au niveau... non, parce que... non, ici, on n'a pas spécifié ce qu'on devrait retourner lorsque ça va mal. Donc, on peut retourner nul. Oui, mais ce n'est pas grave. Parce que nul, ce n'est rien. Ce n'est ni un number, ni un varchar. Ce n'est pas une valeur. C'est pour ça, Marouane. B. Alors, avec plaisir. B. Là, on va corriger la question. Ah, ça, c'est par rapport à la question 5. Ici, je vous montre juste ce que nous avons fait. Écrire une procédure stockée qui permet d'afficher les noms des départements dont le nombre de salariés est supérieur à 40. Ici, au niveau du texte, il vous a dit l'identifiant du département, y compris entre 10 et 110, et qu'il fallait l'incrémenter de 10, tout ça. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus simple, c'est d'écrire juste un curseur qui va lui, en fait, à chaque fois déterminer le department name directement à partir de la table departments. Donc, comme ça, on va avoir les department names de tous les departments. Et en fait, la particularité de cette question, c'est qu'il vous a dit qu'il fallait utiliser la fonction fn nombre salarié, donc celle que nous venons en fait de traiter. Et cette fonction sera utilisée au niveau de la requête select du curseur. Ici, si vous faites attention au curseur, il est là. Select department name as non-dep from departments where le nombre de salariés, en fait, est supérieur à 40. Donc, ce sont juste les départements qui ont un nombre de salariés supérieur à 40 qui vont être retenus au niveau de ce curseur. Et là, on fera un simple parcours du curseur sans nous soucier en fait de l'ID du département. Là, c'est une autre version, mais qui n'est pas conseillée. C'est en utilisant une boucle qui va à chaque fois s'incrémenter de 10. De 1, on va faire une boucle qui s'incrémente de 10. Et vous voyez le casse-tête de cette boucle. Mais en plus, là, on fait appel à la fonction pour vérifier si le nombre de salariés est supérieur à 40. Donc, si c'est le cas, on va appeler une fonction, on va appeler donc la requête SQL pour récupérer le nom du département. Je vous ai exprès gardé les deux versions, mais sachez que celle-là, elle est vraiment déconseillée. Alors, on passe à la question 6. C'est une procédure stockée qui permet d'afficher les années au cours desquelles plus de 10 salariés ont été embauchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait la question 6? Ça, c'est la question 5. Et là, c'est la question 6. Bête, je prends celle-là. Nous avons un curseur et ça, c'est parfait. Ben, alors, donc c'est une procédure qui va faire quoi? Qui va afficher les années où il y a eu un nombre d'embauches supérieur à 10. Donc ici, Houssem a divisé le traitement sur deux. Donc, une partie qui est faite au niveau du curseur. Donc le curseur va récupérer les années plus le nombre de recrutements. Et ici, il fait la vérification. Donc, on va rectifier comme a fait en fait Eia. On va mettre une clause having au niveau de notre curseur. Là, on rajoute la clause having au lieu de faire. Donc, vous voyez qu'à un certain moment,
on peut procéder autrement. Donc, au lieu de mettre ce if ici et de récupérer en fait toutes les années, on ne va récupérer que les années où il y a eu un nombre d'embauches supérieur à 10. Donc, ici, rappelez-vous que les fonctions de groupe, les count, max, min, average, écart type, tout ça, les conditions sont mises au niveau du having et non pas au niveau du where. Donc ici, c'est un having count étoile supérieur à 10. Bien sûr, ici, c'est un tochar ou un extract, c'est comme vous voulez. Et nous avons besoin d'un groupe by pour bien sûr calculer le nombre d'embauches par année. Et là, le having, c'est pour mettre la condition par rapport au 10. Et là, c'est donc, on va parcourir notre curseur et nous avons notre affichage. Étant donné que, en fait, ici, DBMS output.putline, elle met toujours un retour à la ligne à la fin. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre un CHR de 10. Voilà. Ça, c'est pour la procédure. Et ça, c'est un exemple d'appel à la procédure. C'est au niveau d'un begin and. Ou alors, on peut l'appeler comment la procédure? Là, que vous le voyez, je pense là où je suis en train de faire un copier-coller, on peut appeler la procédure en utilisant le mot-clé execute. Bien sûr, c'est quoi la condition pour l'utilisation du execute? Il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est quoi la condition pour l'execute au niveau d'une procédure? Il faut que la procédure ne contienne pas de paramètres out ou in-out. Sinon, on ne pourra pas l'appeler au niveau d'un execute. B. Alors, écrire une procédure stockée. En fait, Shaima, ce n'est pas grave si elle est paramétrée avec des in, mais pas avec des out, ni in-out. Alors, écrire une procédure stockée proc liste des employés, avec plaisir, permettant d'afficher la liste de tous les employés. Bon, elle est tellement simple, la procédure, que je pense qu'on va la zapper. C'est un select étoile from employees. Donc, on va juste afficher nom, prénom. On va la zapper la 8. Alors, écrire une procédure stockée qui permet d'afficher la liste des employés dirigés par le manager dont l'identifiant est donné comme paramètre d'entrée. Afficher leur nom et prénom. Afficher leur nom et prénom et salaire. Celle-là aussi, elle est relativement simple. Qui a la procédure 10? Elle est relativement simple. Bien qu'elle soit relativement simple, on la corrige quand même. En fait, au lieu de corriger la 10, qui est très simple. Ah, il y a la 10. Merci, Shaima. On va corriger aussi la 11. La 11, elle est plus intelligente. Alors, on va corriger la 10 et on va corriger la 11. Clique les plus procédures. ID. Ah, ça, c'est un curseur qui n'est pas déclaré. Donc, je vais vous laisser la version avec le curseur non déclaré. Mais attention, vous devez connaître la version avec les curseurs Open, Fetch, Close. Vous devez les connaître. Il se pourrait que vous ayez des questions au niveau du QCM comportant d'importance sur justement le curseur
avec l'écriture rigoureuse. Donc, attention à ça. Alors, là, on va définir un curseur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Donc là, c'est le curseur. C'est-à-dire, en fait, des fois, il est très sollicité au niveau des questions, le curseur, avec les open, fetch, close. Ben. Donc là, c'est la question 11. Ça, c'est une question 11 qui est vraiment... je vous la montre. Alors, create or replace procédure. On a déclaré un curseur qui fait quoi? En fait, qui sélectionne le first name, le last name et le manager ID. Ensuite, il y a, ça c'est le curseur dont je vous parlais tout à l'heure. Fetch cure in rec. Alors, exit when cure percentage not found. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait ce curseur, ce bloc? En fait, à chaque fois, il va prendre le... Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est le curseur, en fait, si vous voulez, des employés. Donc ça, c'est un curseur qui va à chaque fois récupérer la liste des employés avec la liste de leur manager. Ben, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il va rechercher la hire date du manager. Donc, il recherche la hire date du manager, de l'employé courant. Ensuite, si la hire date de l'employé est supérieure à la hire date du manager, si vous voulez, là, c'est hire date du manager. Donc, si la hire date de l'employé est supérieure à la hire date du manager, alors il écrit le nom de l'employé. Bien sûr, ça, c'est une procédure qui fonctionne correctement et qui remplit ce qui est demandé. On aurait pu faire la chose autrement. C'est en utilisant une auto-jointure. Une jointure avec la table employees elle-même. Et d'ailleurs, il y a une question au niveau du TP et l'idée que nous avons faite qui ressemble beaucoup à celle-là, en fait. Là, au lieu de diviser le traitement sur 2 étapes, voilà, en 2 étapes, on aurait pu faire quoi? Qui a travaillé avec une auto-jointure? C'est bravo. Je prends l'auto-jointure. Bravo, Hossein. Voilà. Donc là, c'est... mais Hossein m'a tapé fort. Hein. Il est même allé chercher le nombre de jours travaillés, le nombre de mois travaillés. Donc là, c'est mieux, en fait. Excusez-moi, je vais juste... Voilà. Enlever tout ce qui n'est pas bon. Ici, en fait, c'est... là, ce que je vous ai montré, c'est une version où vraiment, on récupère l'employé. Ensuite, on va chercher la hire date de son manager. Ensuite, on fait une comparaison. Ensuite, si c'est bon, on affiche. Là, c'est notre curseur, en fait, dès le départ, il va juste récupérer les données importantes. C'est-à-dire, il va dès le départ récupérer l'employé dont la hire date, donc ça c'est une auto-jointure entre la table employees, donc on va considérer
d'une part les employés, d'autre part les managers. Et bien sûr, tout se joue au niveau de la condition de jointure. Donc, il faut que le manager de cet employé soit l'employé au niveau de la table M. Donc, d'où le E.manager.id égale à M.employee.id. Ensuite, donc ça, c'est la condition. Et ça, c'est la condition de jointure. Et ça, en fait, c'est la condition par rapport au hire date. Donc là, Hossein, il a utilisé les months between. On aurait pu simplement mettre... E.hiredate donc supérieur à M.hiredate. Voilà. Donc, il suffit que l'employé soit... en fait, ça, c'est l'inverse. Il faut que l'employé soit embauché avant son manager. Donc, la date, elle est, la date de l'embauche du manager devrait être plus grande que la date d'embauche de l'employé. Donc, là, on va juste inverser. Voilà. Ah, puisqu'il a travaillé avec Montes de Queen, je comprends. Mais tu as raison, là, Hossein, c'est bon. Ben, voilà, et ensuite, on va faire notre affichage. Donc ça, c'est la meilleure version. Avec une auto-jointure. Ben, donc, merci beaucoup, Hossein. On passe à la question 13. Bon, la question 13, là aussi, elle est toute simple. Donc, c'est une procédure qui va afficher la liste des employés qui ont un salaire supérieur à celui d'un identifiant et donner un paramètre. Elle n'est pas très, très intéressante. À nous, c'est les fonctions paires, c'est le trimestre. Avant ça, en fait, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Ici, il y a, oui, au niveau de la question 4, en fait, il y avait la traduction de la fonction en procédure. La 4, je ne sais pas si on a traduit ça. Là, je me rappelle de... Non, on ne l'a pas traduite. Vous voyez? Donc, en fait, au niveau de la question 4, il nous dit traduire cette fonction en procédure stockée. Donc, on va prendre en fait la même chose. Ici, déjà, en fait, on va mettre les deux versions séparément. Alors, ça, c'est la version... Ça, c'est la version exception. Et ça, c'est la version avec le select count. Je vais vous mettre ça d'abord. Déjà, il y a les deux versions. Ensuite, là, on va mettre la procédure. Donc là, ça va être procédure. Proc. Par exemple, on va garder celle-là. Alors, la procédure. La procédure, elle ne peut pas retourner quelque chose. Donc, pour retourner la procédure, pour retourner quelque chose, que fait la procédure? Pour retourner quelque chose, que fait la procédure? Bien sûr, pour retourner quelque chose, la procédure prend un paramètre out. Donc ici, on va mettre une virgule et on va mettre le paramètre out qui est qui en fait? Nombre. Voilà, c'est lui en fait. Donc ça, c'est le paramètre. On n'oublie pas de mettre ici, très important, le out. Par défaut, c'est quel mode? Par défaut, c'est quel mode?
Par défaut, c'est le mode in, absolument, Aziz. Donc, ici, étant donné que la procédure, elle va faire la même chose que la fonction, donc si c'est bon, donc si le département existe, la procédure elle va retourner le nombre d'employés, donc c'est NBRE. Si le département n'existe pas, la procédure elle va retourner à -1. Et donc, NBRE va recevoir -1. D'accord? Donc ça, c'est pour la traduction en procédure. Alors, on passe au trigger. Les autres procédures, elles sont relativement simples. Donc, si vous voulez qu'on les corrige quand même, c'est laquelle? C'est la 14, je pense, c'est ça? Vous voulez qu'on corrige la 12 et la 14? Ou c'est bon? La 12 et la 14, c'est bon, on les corrige? C'est bon. Ben, ok. Alors, on passe au trigger. Ben. On commence par la première question. Donc, afficher avant et après chaque insertion dans la table Employees, respectivement les messages suivants, début d'insertion et fin d'insertion. Alors, qui a fait ce trigger? Bravo, Aziz. En fait, ça, c'est une question qui prête un peu à confusion, en fait, parce qu'il vous dit afficher avant et après chaque insertion les messages suivants, début d'insertion et fin d'insertion. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a un trigger, c'est soit un trigger before, soit un trigger after. Donc, il ne peut pas être les deux en même temps. Et oui, là, on a besoin d'un trigger de table ou d'un trigger de ligne. Donc, je prends, merci Marwa, ça c'est, merci Hussein, merci Marwa, merci Aziz, merci Eya. Donc là, c'est un trigger de table ou de ligne? Bon, Maktoub a trigger de table ici. Oui, c'est un trigger de table. Pourquoi c'est un trigger de table? Est-ce que vous pouvez justifier le trigger de table? Pourquoi c'est un trigger de table? Absolument. Absolument. C'est un trigger observateur, si vous voulez. Comme a dit Malwa, il ne fait que constater le fait qu'il y ait une insertion, une modification, une suppression. Mais il n'a pas... Est-ce qu'il a besoin d'accéder aux données? Est-ce qu'il a besoin d'accéder aux données? Non. Dès que le trigger n'a pas besoin d'accéder aux données pour faire une vérification, pour faire un contrôle, pour faire un traitement, il n'a pas besoin d'accéder aux données, c'est un trigger de table. Alors, donc, pour répondre à la question 1, en fait, il faut créer deux triggers. Un premier trigger before et un deuxième trigger after. Insert. Voilà, donc before insert and after insert. Fin insertion. Voilà. C'est un produit de
table employees, ya Hossein. Alors. Allez. On peut pas mettre chocolat dans employees. Il faut mettre des valeurs. Et c'est pas une suppression, c'est un insert. Donc c'est un seul test en fait pour ça. C'est pas grave, Hossein, c'est pas grave. Ça répond à la question. Il fait dès que ça répond à la question. Alors là, c'est employees. Voilà. Donc, c'est des triggers de table. Before, insertion. Voilà, vous faites. Ben, on passe à la question. Bon, la question 2, en fait, juste pour répondre à ces questions. Donc, afficher avant chaque insertion, mise à jour ou suppression au niveau de la table department, c'est le message suivant, insertion, modification, suppression. Bien sûr, étant donné que là, ce trigger-là, on a besoin d'un seul trigger, parce que c'est juste avant chaque insertion, mise à jour, suppression. Donc, c'est un before. Et c'est un trigger de table parce qu'on n'a pas besoin d'accéder aux données. Donc, voici le trigger. Create a replace trigger trig 2. Before. Donc là, on va l'appeler trig 11 et trig 12. Ouais. Alors, la trig 2. Merci beaucoup, Shaima. Donc, before insert or update or delete. Ouais. Delete un department. B, Shaima, B. Ok, donc là, tu as préféré mettre un seul DBMS output. B, c'est pas grave. B. Pourquoi pas. B. Donc ici, s'il s'agit d'une insertion, on va mettre insertion. S'il s'agit d'une suppression, on mettra suppression. Et s'il s'agit d'une mise à jour, on mettra modification. Bien sûr, je vous ai dit qu'on pouvait travailler avec le else, else if, ou alors on pourrait travailler avec le case. Case, when. Voilà, donc ça, c'est pour le trigger. Alors, pour l'activation, désactivation des triggers, on active un trigger avec alter trigger, le nom du trigger et le mot-clé enable. On désactive un trigger avec alter trigger, le nom du trigger et le mot-clé disable. Et on supprime un trigger comme on supprime une table ou tout objet de la base de données en utilisant le mot-clé drop et le type de l'objet ainsi que le nom de l'objet. Donc, drop, trigger, trigger. Donc là, on va passer au trigger 3. Vérifier pour chaque nouvelle insertion au niveau de la table employees que l'employee ID est inférieur à 1000. Donc, si l'employee ID est inférieur à 1000, on va générer une exception affichant le message suivant, numéro employé inférieur à 10 000. Là, il y a un 0 qui manque quelque part, mais ce n'est pas grave. B. Alors, merci. On va prendre donc le trigger 3. Alors, create a replace trigger, donc on va l'appeler trig 3. Before insert an employees, et là, bien sûr, il faut avoir le mot-clé for each row, parce que c'est un trigger de ligne, étant donné qu'il a besoin d'accéder et de voir est-ce que l'employee ID est bon ou pas. Alors, for each row, begin if .new.employee ID, ça, on veut accéder à un employee ID est inférieur à 1000, then on fera une raise application error et on va dire numéro employé inférieur à 1000. Ça, c'est parfait. Très bien. Donc, je vais voir B, Maloua, Kifki. B, parfait. Là, on pourrait faire ça autrement. C'est en utilisant le when. D'accord. Alors, je vais vous mettre la version avec le when.
Ici, au lieu de faire oui, au lieu de mettre la condition au niveau du if, on la mettra ici. On n'oublie pas d'enlever les 2 points au new. Ici, le new, quand on va utiliser avec le when, on n'oublie pas d'enlever les 2 points. Donc, when new.employeeID inférieur à 1000, on fera notre raise application error. D'accord? Donc là, c'est l'autre version de la question 3. B. La question 4, on l'a faite avec vos camarades. La question 4, qu'est-ce qu'elle dit? Vérifier avant la mise à jour ou l'insertion dans la table employees l'existence du numéro de département dans la table department. Ça rejoint un peu ce que nous avons fait tout à l'heure en fait au niveau des fonctions, si vous vous rappelez. C'est en fait là pour vérifier si le département existe ou pas, on a opté pour le select count étoile ici. On aurait pu faire un select simple et l'exception. Hein. Mais là, on a fait un select count étoile where count étoile from departments, where department ID égale à 2.new.department.id. Si le count retourne 0, c'est que le département n'existe pas. Et à ce moment-là, on va déclencher un raise application error disant le numéro de département, et on l'a mis, n'existe pas. Donc ça, c'est pour la question 4. On passe à la question 5. Vérifier si les noms et les prénoms ajoutés ou mis à jour au niveau de la table Employees commencent par une lettre majuscule. C'est-à-dire qu'il y avait la 5. Yatik Sahadi Hussein. Alors, on va prendre la 5. Ben. Alors, create a replace trigger. Donc, c'est un trigger, disons ici, étant donné que nous allons effectuer une vérification, que si la vérification ne marche pas, on va... Ah, parce que toi, tu n'as pas interdit, là, je comprends. Là, en fait, on va interdire. On va interdire. On va mettre un raise application error. Et donc, on va ici mettre un before update. Before insert or update. Okay. Employees for extra, bien sûr, parce que c'est un trigger de ligne. Ben. Alors, begin. If .new.firstName not like. Oui, oui. B, ça c'est parfait. On aurait pu... bien sûr, ici, vous avez énormément de possibilités. Ben, là, on va remplacer les DBMS output par des raise application error. Alors, je profite de cette occasion pour vous parler de quelque chose d'important, parce que je ne sais pas si on l'a vraiment dit au niveau du cours. C'est qu'en fait, le raise application error, les numéros qu'il peut prendre sont la plage de numéros qu'il peut mettre ici au niveau de ces codes. Elle va de moins 20 000 jusqu'à moins 20 999. Donc la plage de code, c'est moins 20 000 jusqu'à moins 20 999. Ça, c'est pour le raise application error. D'accord? Donc, c'est les codes qu'il peut prendre. Ben, ensuite, ben, alors, là,
je ne sais pas si on va avoir l'occasion. Là, puisque on n'a pas eu l'occasion de mettre une... Puisque le raise application error semble être très attractif, donc à chaque fois, on est tenté par mettre un raise application error. Là, on va, juste pour le besoin de le faire, en fait, on va juste le faire pour le faire, on va déclarer une exception utilisateur. Donc, déclare, et là, on va déclarer une exception utilisateur. Donc, except nom, prénom, exception. Alors, après cette exception, on va prendre d'autres façons de faire. Là, je vois que, par exemple, elle nous a envoyé d'autres choses. Ben, alors, on va déclarer une exception donc utilisateur. Et ici, en fait, par exemple, pour ça, donc, au lieu de mettre directement donc, le raise application error, on va le mettre au niveau de la partie exception. C'est un chemin très long, le chemin le plus long, si vous voulez. Mais alors, si on va le faire pour le prénom, par exemple. Donc, si le prénom ne commence pas par une majuscule, on va faire un raise except prénom. Là, on déclare l'exception. Là, on va faire un raise. Et donc, on va venir au niveau du gestionnaire. Donc, when except prénom, then, on va faire un raise application error. Le prénom ne commence pas par une majuscule. D'accord? Donc là, c'est une exception prédéfinie, définie utilisateur. D'accord? N'oubliez pas, on déclare l'exception, on lance l'exception et on gère l'exception, éventuellement. On peut ne pas la gérer, donc on va la laisser se propager comme ça, dans l'air. On peut bien sûr utiliser la pragma exception init qui va nous permettre de donner un code d'erreur à notre exception. Donc, on va lui associer par exemple le code d'erreur -20 000. Voilà, comme ça, quand elle s'exécute, elle aura la valeur -20 100. Bien sûr, ça c'est optionnel. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Voilà, donc ça c'est au moins que vous ayez au niveau de la correction une exception définie utilisateur. Et ça c'est pour la question 5. La question 6. La question 6, elle est ah oui, avant de passer à la question 6, je vous ai dit, donc ça c'est une façon de faire. Donc first name ne commence pas par une majuscule. Ou alors, comme a fait ici Eya, elle va prendre en fait par contre, Eya, ici, alors, ici en fait c'est plutôt au lieu de Apple, on mettra quoi? On mettra init cap. D'accord? Parce qu'on veut que la première lettre soit en majuscule. Pour vérifier si la première lettre est en majuscule et les autres sont en minuscule, donc il faut que le init cap de $new.firstName soit égal à $new.firstName. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un upper de substr de donc $new.firstName. On va prendre juste le premier caractère et on va le comparer à son équivalent, non, à son équivalent, un peu de substr, donc égal à là on va juste extraire
Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est une étape de tout de first name. Ici, il faut que le first name, donc en camel case, la première lettre en majuscule et l'autre en minuscule. Ça, on va extraire en fait la première lettre et voir si elle est en majuscule. On peut aussi penser à autre chose, mais il y a vraiment énormément de possibilités. On peut penser à un petit between. Between, donc A and Z. S'il s'agit de la première lettre, ça marche. D'accord? Donc on prend la première lettre, on vérifie si là vous avez une panoplie de choix. On peut bien sûr penser à autre chose. Moi, j'ai, de la part des corrections de vos camarades hier, donc on a pensé à ces solutions. Bien sûr, on peut trouver d'autres solutions, comme celle de Hossein, par exemple. Voilà, donc là, vous avez déjà quatre possibilités pour une même question. D'accord? On passe à la question 6, donc. Alors, pour la question 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il fallait interdire toute modification qui peuvent être apportées à la table employees avant 6 heures du matin et après 23 heures du soir. Mais, donc la première question qu'on va se poser, c'est un trigger de table ou c'est un trigger de ligne? C'est un trigger de table ou un trigger de ligne, celui-là? C'est un trigger de table ou un trigger de ligne? C'est quoi ça? Donc, c'est un trigger de... Non, c'est pas un trigger de ligne, en fait, c'est un trigger de table. Pourquoi un trigger de ligne? Est-ce qu'on a besoin d'accéder ici aux données? Avant le before, after. Donc là, c'est un trigger qui a besoin d'accéder aux données. Il n'a pas besoin d'accéder aux données. D'accord? Donc c'est un trigger de table. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est un before ou un after? Normalement, on ne va pas le laisser. On ne va pas laisser les modifications, donc s'aventurer davantage. On va couper court à toute éventualité de modification. Donc, c'est un trigger qu'on va mettre à before. Donc, c'est un trigger before toute modification. Modification, que ce soit une insertion, que ce soit une suppression, que ce soit une mise à jour, on va la considérer comme modification. Donc, 1, c'est un trigger de table. 2, c'est un trigger before. Alors, et là, en fait, la particularité de cette question, c'est de pouvoir extraire l'heure. Comment on fait pour extraire l'heure? Hussein nous a donné, en fait, la réponse. Est-ce que ça va, Hussein? Donc, replace trigger. Je sais que ça, c'est un décalage qui est fait à cause de la première question. C'est un before, insert, or update, or delete. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, c'est toute modification, ce qui veut dire toute insertion, mise à jour ou suppression. Ensuite, donc si donc on va extraire l'heure à partir de la date, on extrait l'heure à partir en utilisant HH. Ou pour être sûr que c'est une heure en fait en format 24, on peut rajouter ici HH24. Et HH marche. Donc si il y a une tentative de modification au niveau de la table et que l'horaire n'est pas adéquat, alors on va lancer un Raise Application Error. Bravo, Hussein, bravo. Voilà, on va passer à la 7. La 7 est une question qui n'est pas évidente parce qu'au niveau en fait, de la question, elle n'est pas bien expliquée. Alors,
En fait, pour la 7, il faut prendre un exemple. Ben, supposons que nous ayons la table employees qui est là. Alors, nous avons ici le employee ID, nous avons le department ID, nous avons le job ID, nous avons le salaire et nous avons la hire date et nous avons d'autres informations. Alors, on va prendre le cas de l'employé, par exemple, 122. Alors, l'employé 122 appartient au département 10. Donc, il a, comme je m'ai dit, HR Imp. Donc, c'est un employé du département HR. Alors, il a comme salaire, par exemple, il a comme salaire 12 000 et il a été recruté le 10-10 2001. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en 2000, disons le 02 2002, notre employé a changé de poste. Donc, il est devenu HR Manager. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier des choses au niveau des données de notre employé. Donc, ce qu'on va venir faire ici, on va changer. Donc, là, je vais écrire la nouvelle ligne. Est-ce que son ID va changer? Non, il va garder le même ID. Là, en changeant en fait de poste, il n'a pas changé de département, donc il a gardé le même département, le département 10, mais il a changé ici de poste. Donc HR. Et son salaire a augmenté, puisqu'il s'agit réellement d'une augmentation. Est-ce que sa hire date, elle va changer? Bien sûr que non. Il a été recruté un 10-10-2001, on gardera toujours la même date. Ben, ça, c'est pour la hire date. Donc ça, c'est une ligne qui va être enlevée. Cette ligne-là, on va l'enlever. Parce qu'elle va être remplacée en fait par celle-là. Donc il y a certaines données qu'on va perdre. C'est cette donnée-là et cette donnée-là. Et étant donné qu'on utilise une base de données à des fins de stockage de données, c'est normal qu'on doit penser à une alternative pour garder l'historique. Eh bien, l'historique est gardé au niveau de la table Job History, d'où son nom, Job History en fait. Au niveau de la table Job History, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'Employee ID, on va trouver le Job ID, le Department ID, on va trouver le Job ID, on va trouver l'ancien salaire, on va trouver, ça on l'a décalé un tout petit peu, on va trouver en fait la date de début et la date de fin de cet ancien poste. Donc start, on y arrive, start date et end date. Voilà. Donc là, on doit stocker les informations qui ont été supprimées ici. On doit les stocker à ce niveau-là. Donc, ici, ce qu'on va mettre, on va mettre qu'il s'agit de l'employé 122, que cet employé appartenait au département 10, qu'il occupait
donc le poste HR1 qui avait pour salaire 12 000. Et là, en fait, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de la start date et qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de la end date. Alors, lui, quand est-ce qu'il a commencé à travailler comme étant HR1 ? Quand est-ce qu'il a commencé à travailler comme étant HR1 ? Oui, c'est dès son recrutement, absolument. Donc, on va mettre ici la hire date. C'est le 10-10-2001. Et quand est-ce qu'il a terminé de travailler en tant que HR-man ? Comme HR1, pardon. C'est un jour avant ça, si vous voulez. C'est le 1er février 2002. Le 1er février 2002, il a... Oui. Oui. Donc là, c'est en fait, c'est lorsqu'il a commencé à travailler comme HR-man. Ben. Ensuite, cet employé, donc il s'agit du même, le 03-03-2003, il a en fait changé de département et il est devenu IT man. Donc IT, oui, on va mettre IT Sub Manager, parce qu'après on va l'augmenter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remodifier encore une fois les données de cet employé. Bien sûr, il va garder toujours le même ID. Le département, lui, il a changé. Là, il est au niveau du département 80. Il est IT SAB Manager. Bien sûr, son salaire a augmenté avec cette... on va lui donner 28 000 comme salaire. Et pour la date de recrutement, on gardera bien sûr toujours la même date. Ça ne va pas changer. 10-10-2001. Donc, on efface cette ligne. Et là, c'est la nouvelle ligne. B. Bien sûr, au niveau de Job History, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de Job History, on doit mettre à jour les choses. Donc, employee, il était où? Il était au niveau du département 10. Ça, c'est simple. B. Il avait quoi comme Job ID? Il était HR-man. B. Il avait quoi comme salaire? 20 000. B. Start date. Quand est-ce qu'il a commencé à travailler comme HR-man? Oui, c'est celle-là, en fait. C'est le 02. Parce que nous, l'information, on ne l'a plus. Donc, on la récupère à partir de quoi? On la récupère à partir de la end date. Donc, c'est à partir de la end date qu'on va récupérer la start date de ce poste. D'accord? On l'a récupéré à partir de la end date. Rappelez-vous que cette start date, on l'a récupérée à partir de la hire date. D'accord? Par contre, celle-là, on l'a récupérée à partir de la end date. Bien sûr, pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'on va le coder. Hein. La end date, c'est quoi? C'est un jour avant, donc un jour avant le début du poste de IT Subman. Donc le 02-03-2003. Alors là, on va simuler une dernière mutation. Là, il est carrément devenu IT man. Donc, on va
ici, on va mettre à jour encore une fois les données de cet employé. Il est toujours le 122. Là, il appartient au département 80. Il est devenu IT man. Il est devenu IT man. Son salaire a augmenté. La date hire date est toujours la même. Là, on va venir ici. On va muter, on va mettre donc le département, c'est 80. C'était le IT subman. Voilà. Là, on a donc le salaire, il était à 28 000. Et la start date. On va prendre la start date à partir de quelle end date? Ce qui est logique, c'est on va prendre la dernière end date. Donc ici, c'est 03 03 2003. Donc c'est à partir de celle-là. Est-ce qu'on a une autre couleur? Oui, c'est à partir de celle-là que nous avons déterminé la nouvelle start date. Et ici, oui, c'est la plus récente en fait, parce que nous, on va coder. Avec l'exemple, c'est simple. Après, on va la coder. Et là, on va écrire, donc c'est 03 04 2004. Voilà. Ça, c'est une simulation que nous avons faite. Là, on va écrire le trigger qui va permettre de remplir une ligne au niveau de la table Job History. Là, ce qu'on va faire, on va écrire le trigger qui remplit une ligne au niveau de la table Job History. Donc, comment on va faire? Tout d'abord, c'est un trigger de ligne ou de table? Et c'est un trigger before ou after? De ligne ou de table, ce trigger? Est-ce que c'est un trigger qui a besoin d'accéder aux données? Qu'est-ce qu'il va faire, ce trigger? Il va insérer des données au niveau de la table Job History. Et ces données-là, d'où est-ce qu'il va les prendre? Donc, il a besoin d'accéder aux données. Si on est en train de mettre à jour la table Employees, il a besoin d'accéder aux données. Donc, c'est un trigger, parce que là, regardez, on va mettre à jour cette ligne. Donc, on doit accéder aux 2.all et 2.new. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est un trigger de ligne. Ce n'est pas un trigger de table. Donc, ici, il faut forcément rajouter le for each row. C'est un trigger de table. C'est un trigger de ligne, pardon. Est-ce que c'est un trigger before ou after? Vous vous rappelez des triggers before ou after? Ici, il vaut mieux que ce soit un trigger before ou un trigger after? En fait, ici, il vaut mieux que ce soit un trigger after. Pourquoi? C'est pour qu'on soit sûr que que les données qu'on va écrire au niveau de Job History sont les données définitives. Parce que si vous vous rappelez, quand on a un trigger before, il se pourrait qu'il y ait un autre trigger before qui modifie les données. Et à ce moment-là, on risque de prendre des données
qui vont être modifiés par un autre trigger, nous, on les prend et on les met dans l'autre table. Alors que l'autre trigger, il va modifier les données et que réellement, au niveau de la table employees, il y aura d'autres données. Donc ici, pour garantir l'intégrité des données, il faut que ce soit un trigger after et non pas before. Ça, c'est obligatoire. Il faut qu'il soit after. Donc, c'est un trigger tout d'abord de ligne et c'est un trigger after. After quoi alors? Là, c'est juste une mise à jour, je pense, au niveau de la table. Oui, à chaque fois qu'il va changer de poste. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de job ID. Donc, c'est un trigger after, juste update. Et là, on peut mettre update off pour qu'on soit plus précis. C'est un update of quoi? De la colonne job ID. Ça, c'est un update off. Donc, create a replace trigger trig set. Voilà. After update of job ID. Là, on a précisé, c'est pas n'importe quelle mise à jour, c'est la mise à jour sur la colonne job ID. Add employees for each row begin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va insérer des données au niveau de la table job history. Alors, on va juste faire un petit desk pour revoir l'ordre des colonnes au niveau de job history. Alors, il faut mettre le employee ID tout d'abord. Employee ID, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met ici pour l'employee ID? Qu'est-ce qu'on met pour l'employee ID? C'est le 2.new ou le 2.old? Ou c'est kiff-kiff? Alors, étant donné que la mise à jour s'opère juste sur la colonne employee ID, donc que ce soit 2.new ou 2.old, c'est la même chose, absolument. Oui, Hossein. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, un 2.old.employee ID. Ensuite, il faut mettre, on y revient après, on va mettre, regardez, on va mettre job ID, department ID, on va revenir après à ça. Donc ça, c'est la start date, end date. Là, on va mettre le job ID. Job ID, par contre, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Pour job ID, c'est le 2.new ou le 2.old? Pour le job ID. Non, non. C'est l'historique. C'est l'historique, rappelez-vous. Rappelez-vous, ici, on va mettre l'ancien job ID au niveau de la table job history, non pas le nouveau. Le nouveau, il va être mis au niveau de la table employees. Et l'ancien, on le récupère pour le mettre au niveau de job history. Donc là, c'est le 2.old.job ID. Et pour le department ID, pareil, on va mettre l'ancien department ID. Donc c'est le 2.old.department ID. Voilà. Donc ça, c'est pour... Là, c'est relativement simple, les start date et les... pardon, job ID et department ID. Par contre, start date, end date, c'est un tout petit peu moins simple. Alors, on va commencer par la plus simple, c'est la end date. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de end date? Parce que end date, c'est plus simple. On va supposer que, en fait, ça, 02 2002, 03 2003, en fait, c'est les dates du jour. Hein. Ça correspond à 6 dates. D'accord, ça, c'est 6 dates. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de end date? C'est 6 dates moins 1. N'est-ce pas? Oui, absolument. C'est 6 dates moins 1. Donc, on va venir ici pour la... Attendez que je vérifie qui vient avant qui. C'est alors start date, end date. B.
Donc, c'est celle-là, undate. Donc, c'est sysdate moins 1. Voilà. Ça, c'est pour undate. Tawa, on va attaquer la stardate. C'est la plus délicate. Au niveau de la stardate, vous voyez déjà qu'il y a deux cas. Nous avons un premier cas à traiter, c'est lorsque l'employé change de poste pour la première fois. Donc, lorsque l'employé change de poste pour la première fois, stardate, qu'est-ce qu'elle prend? Stardate prend higher date. Ça, c'est lorsque l'employé change de poste pour la première fois. Stardate, elle est égale à higher date. Sinon, si l'employé a déjà changé de poste, c'est un date plus 1. Mais c'est quel un date? Parce que si vous regardez ici, nous avons déjà deux undates. Donc, c'est quel undate choisir? Donc, le deuxième cas de figure, c'est il a déjà changé de poste et on va renseigner la start date. S'il a déjà changé de poste, on prend quel undate? Oui, on doit prendre. Non, il ne connaît pas. On ne peut pas dire à la base de données la précédente. C'est plutôt la plus. Pas la première. C'est la plus récente. On doit prendre la plus récente. Supposons qu'on rajoute une ligne ici. On doit travailler avec la undate la plus récente. Non. Il faut chercher la undate la plus récente. La plus récente, donc la undate la plus grande. D'accord? Il faut chercher la undate la plus récente, la plus grande. Et c'est elle qu'on va mettre au niveau de stardate. Donc, c'est undate plus 1. Donc là, la stardate, elle a deux cas de figure. S'il n'a jamais changé de poste, la stardate, c'est la higher date. Si l'employé a déjà changé de poste, c'est la undate la plus récente qui sera mise au niveau de stardate en ajoutant un plus 1. D'accord? Et là, la question qui va se poser, c'est comment on va savoir si l'employé a déjà changé de poste ou pas. Comment on va vérifier si l'employé a déjà changé de poste ou pas? Ça, c'est bien pensé, Malouane. C'est bien pensé. Sauf qu'il faudrait faire attention à quelque chose. Il faut il faut vérifier en fait le trigger. C'est un trigger qui s'applique sur quelle table? Il s'applique au niveau de la table Employees. Et donc, les deux points nus ou deux points hold que nous avons, ce sont des deux points nus ou deux points hold qui sont relatifs à une ligne au niveau de la table Employees. Et donc, on n'a pas accès à la table Job History pour connaître le deux points hold, malheureusement. Mais c'est bien pensé. D'accord? Alors, oui, on va vérifier s'il existe dans Job History, si l'ID existe déjà au niveau de Job History. Comment on fait pour savoir s'il existe déjà au niveau de Job History? Comment on vérifie s'il existe déjà au niveau de Job History? Oui, on peut penser ici à un count, select count. Donc select, count étoile, into if, from employees, non pas employees, mais plutôt from job history, where employee ID égale à quoi?
Et elle a quoi? On cherche quel employé? On cherche quel employé? C'est que ce soit à 2 points new ou à 2 points alt, c'est kiff-kiff. Donc, on peut écrire 2 points new ou à 2 points alt. 2 points new, point employee ID ou 2 points alt, ça va nous donner absolument la même chose. Donc, employee ID, très bien. Donc, voilà, là, on va vérifier. Puisque nous avons une variable, il faut la déclarer ici. Donc, on va venir mettre un déclare. Et on va mettre donc verif qui est un number. B. Alors, if verif égale à 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'employé existe déjà. On va prendre le cas le plus simple. L'employé n'existe pas. Donc là, on a besoin de déclarer une variable start date qui est une date qui va, elle, recevoir la date. Donc, si vérif égale à 0, ça veut dire que l'employé n'existe pas. Donc, start date, elle prend quoi comme valeur? Start date, elle prend quoi comme valeur? L'employé n'existe pas au niveau de Job History. On est ici. L'employé n'existe pas au niveau de Job History. Donc, on va prendre la hire date. Donc, c'est la 2 points new ou la 2 points old? Voilà, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ici, c'est kiff-kiff, puisque la hire date, elle ne va pas changer. Parce que c'est un update of job ID. Donc, on est sûr que les autres, ils ne vont pas changer. Si c'était juste un update, il faut faire attention. Alors, donc ça, c'est une 2 points new, voilà, 2 points, c'est kiff-kiff, point hire date. Là, c'est bon. Là, on va prendre l'autre cas. Donc, vérif est supérieur à 0. Donc, nous avons déjà une valeur. Maintenant, nous avons déjà ici des valeurs. On va prendre laquelle? On va prendre laquelle? On a dit qu'on allait prendre la end date la plus... Non, c'est end date. Malheureusement, c'est end date. On va prendre la end date la plus récente. Et donc, qui veut dire plus récente, veut dire plus grande. Une date qui est plus récente qu'une autre date est plus grande qu'une autre date. D'accord? Une date qui est plus récente, elle est plus grande qu'une autre date. Oui, vous pouvez vous baser sur le timestamp. Le timestamp, il va en augmentant. Donc, une date qui est plus récente, elle a un timestamp qui est plus grand. D'accord? Donc, la date la plus récente est la date la plus grande. Donc, ici, est-ce que nous avons accès à la date directement? Malheureusement, non. Il faut aller chercher la date. Donc, on va faire un select. End date. From job history. Where employee ID égale à 2 points new, 2 points old. On a dit c'est kiff-kiff parce que ici, nous avons un update of job ID. Donc, les autres colonnes ne vont pas changer. Where employee ID égale à 2 points new. Et là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'il faut récupérer la date la plus récente et donc la date la plus grande. Comment on fait pour récupérer la date la plus grande? Oui,
c'est en utilisant max. Très bien, Hussein. Donc, on va utiliser max. Et max va nous donner en fait la date la plus grande. Je vais juste en fait vous montrer la chose ici. Donc, select étoile from job history. Il faut que ça soit ordonné order by 1. Vous voyez, donc 101, il a changé de poste 2 fois. 200, il a changé de poste 2 fois. 176, il a changé de poste 2 fois. Ben, donc là, on va récupérer la date la plus grande. On va peut-être travailler avec 101. Regardez, on veut récupérer celle-là. Vous voyez ici, regardez, celui-là, il a été recruté donc le 21-09-89. Il était assez account et il a changé de poste le 28-10-93. Et donc la end date, vous voyez que c'est set start date -1. Donc vous voyez que cette start date, c'est la end date plus 1. Et ici, nous avons l'autre end date qui est là. Et supposons qu'on est dans le cas où on va rajouter une ligne à l'employé 101, donc on doit récupérer cette end date. C'est la end date la plus grande, donc c'est un max. Select max the end date from job history where employee ID égale à 101. Et nous avons récupéré cette end date. Vous voyez? Si on fait, au lieu du max, on fait une ligne, on aura la end date la plus petite. On aura l'autre, la 27-10. D'accord? Donc ici, nous avons vérifié si l'employé existe déjà au niveau de Job History. Donc s'il n'existe pas, la start date sera la higher date. Sinon, s'il existe, on va récupérer la end date la plus récente, donc c'est la plus grande. Et ici, au niveau de notre insertion, on peut revenir ici pour mettre notre insertion. Ici, on va mettre start date. Voilà. Donc ça, c'est le dernier trigger. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais merci.